Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous tous dans cette émission Docteur M, une émission qui est faite pour vous, une émission que je co-anime avec professeur Antoine Maudia. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, mais très bien, parce que vous retrouver, c'est un plaisir. Oh, vous savez, c'est vrai que ça fait un mois qu'on n'a pas tourné de nouvelles émissions ensemble. C'est peut-être pour ça que nous n'avons pas répondu rapidement à vos questions, mais c'est chose faite à partir d'aujourd'hui. Docteur va donc répondre à toutes vos préoccupations. Vous le savez bien sûr que cette émission est diffusée, une première diffusion le mercredi à partir de 18h, et puis il y a d'autres rediffusions le lendemain, le jeudi sur votre antenne B1. Docteur, beaucoup de questions. D'abord, j'ai un compliment. Un compliment qui vient de Luanda, de la part d'une mère qui certainement est fidèle à cette émission. Je vous lis le compliment texto, comme il m'est parvenu. Docteur Maudia, vous êtes un érudit. Vous parlez avec aisance et compétence. Que puis-je faire pour que mon fils vous ressemble un jour? D'abord, madame, il faut que votre fils ait été enlevé à l'âge de 3 jours. Parce que c'est un parcours difficile. Je ne lui souhaiterais pas ça. C'est un parcours difficile. Mais je crois que c'est très bien. Merci, madame, pour les compliments. C'est tout ce que je sais dire. Il y a beaucoup. Le docteur, alors, première question. On y va tout de suite parce que vos préoccupations sont nombreuses. Docteur, un homme qui se masturbe à la puberté, sera-t-il stérile plus tard et aura-t-il des problèmes dans son mariage? Jusqu'à la preuve du contraire, aucun problème. Je crois que c'est une faiblesse mentale, psychologique. Je crois qu'on n'a pas besoin de se masturber si on sait qu'on va se marier. Et pour faire plaisir, il faut plutôt se préserver pour l'autre. Mais il n'y a aucune conséquence sur le plan de fertilité ou sur le plan organique. Je ne pense pas. Bonsoir docteur, je ne conçois plus après avoir été opéré de myome. Ça, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un problème de cicatrisation interne dont on a parlé, des synéchies? Est-ce qu'on a touché aux trompes? Alors à ce moment-là, il faut faire un bilan pour voir comment se comportent les trompes et la cavité de la matrice elle-même. Quelques questions maintenant autour de la fertilité, ça vous préoccupe. Sachez qu'une brochure existe à ce sujet. D'ailleurs, à ce sujet, voici cet élément qui vous montre la panoplie de brochures et le coffret que Dr Maudia vous propose. Un coffret qui comprend une brochure plus un DVD sur des thèmes différents, sur toutes les maladies, sur toutes les préoccupations qui vous concernent. Voici cet élément, nous le suivons et puis nous revenons pour que le docteur réponde à vos questions. Les réponses du Dr Maudia sur votre santé sont désormais disponibles sous forme de brochures et DVD. Vient d'apparaître le brochure sur toutes vos questions sur la grossesse, tout savoir sur le myome, tout savoir sur le kyste ovarien, la sexualité masculine, stérilité, cause et traitement. Gardez chez vous, ces brochures vous permettront d'avoir à tout moment et quand vous les souhaitez les premières réponses à vos préoccupations de santé. Chaque thème est traité dans 2 supports différents, une brochure et un DVD qui démontrent la partie du corps traitée avec images et illustrations. Disponible en français et lingala, l'ensemble constitue un coffret. Commandez votre coffret aujourd'hui même et bénéficiez d'une remise de 50% sur le prix de vente. Pour toute commande, choisissez votre brochure et envoyez-nous un SMS au 081 99 11 233. Et voilà, vous savez comment faire pour avoir ces brochures chez vous. Le numéro qu'il faut appeler pour lancer la commande a été affiché et vous l'avez tout au long de l'émission, vous l'aurez tout au long de l'émission en tout cas. Voici, docteur, donc certaines questions sur la fertilité. Bonsoir, docteur. Je veux savoir si les serviettes pour femmes rendent stériles. Écoutez, si les serviettes rendent stériles, les serviettes normalement doivent être propres, pas nécessairement stériles. Parce qu'il faut aussi faire la part des choses. Je ne parle pas de la stérilité de la femme, de la stérilité du matériel qu'on utilise. Normalement, ça doit être un matériel propre, à la rigueur stérile. Donc, si c'est utilisé de cette manière et de manière convenable, il n'y a pas de problème. Parce que, en fait, les serviettes, si elles sont mal faites, si c'est que les femmes appellent serviette chez nous, le fait qu'elles mettent le morceau de pagne sale entre les jambes, et ça, c'est pas souhaitable. Ça se fait comme ça?
Il y en a, hein, juste après l'accouchement, vous savez, les femmes utilisent tout ce qui est malpropre pour pouvoir se protéger. Et c'est des femmes de chez nous, ça c'est clair. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Normalement, les serviettes telles que... elles sont préparées à la pharmacie, bien emballées et bien propres et stériles, ne peuvent pas entraîner des infections. Mais ces genres de serviettes dont je viens de vous parler, c'est à éviter absolument. Évitez donc absolument d'utiliser des serviettes qui sont sales et qui risquent donc de vous créer beaucoup d'infections déjà. Bonjour docteur, une femme du groupe O négatif peut-elle concevoir sans problème ? Elle peut concevoir sans problème, ça n'empêche pas la conception, mais sa grossesse risque d'avoir de problèmes lorsqu'elle n'est pas bien suivie, parce qu'une femme O négative, elle peut, à un moment donné, une fois que, surtout lors de la deuxième grossesse, elle peut développer des anticorps anti son enfant qui serait O positif. Si le mari est O négatif, il n'y a aucun problème. Mais si, comme on sait que le O négatif, ça ne court pas les rues, hein, ça ne représente qu'à peine 15-30%, le reste c'est des O positifs, donc il y a plus de chances qu'une femme O négative puisse avoir un conjoint O positif. Lors de la première grossesse, ça ne représente pas un danger, la femme est sensibilisée et les risques de développer des anticorps anti son enfant O positif, parce que le positif vient du père, lors de la prochaine grossesse. Et ces femmes-là sont protégées en leur donnant des anticorps. Donc à ces moments-là, elles vont pouvoir bloquer les antigènes venant du mari, pour qu'elle ne puisse pas développer les anticorps anti-rhésus de son enfant et provoquer ce qu'on appelle des iso-immunisations pendant la grossesse. Ce sont des complications graves au cours de la grossesse pour l'évolution du bébé. Mais sinon, ça n'empêche aucune grossesse s'il n'y a pas autre chose. Donc c'est la présence de ces anticorps-là qui... Oui, c'est-à-dire qu'au départ de la première grossesse, la femme considère que les anticorps, disons les antigènes du mari, sont de corps étrangers. Et donc elle va développer des anticorps anti ces antigènes. Mais ces antigènes n'agissent pas nécessairement lors de la première grossesse. Ils peuvent poser des problèmes lors de la deuxième grossesse. D'accord, c'est pour ça que vous donnez les anticorps contre les anticorps. Voilà, nous donnons les anticorps antigènes du mari. Très bien. Autre question autour toujours de la fertilité, on y va. Docteur, bas spermatozoïde ya mobali nanga ezalaka mai lokola canne à sucre ekoki kozala nini? Les spermatozoïdes ne sont pas visibles à l'œil nu. Je crois qu'elle est en train de parler des spermes. Voilà. Mai canassi rosalanini, je crois que c'est un peu ça, la couleur normale du sperme. Un peu. Mais ça peut se liquéfier par la suite. Hein. Donc quand le sperme sort, donc pendant l'éjaculation, il est un peu, si vous voulez, opaque, consistant, visqueux, mais il se liquéfie dans les minutes et les heures qui suivent. À ces moments-là, ça peut ressembler à ce que la femme est en train de décrire, et ça, je crois que c'est tout à fait normal. Maintenant, il faudra savoir, dans ces liquides-là, dans ces spermes, si vraiment il y a des spermatozoïdes. Et pour cela, il faut aller au laboratoire pour les voir, pour les regarder. Il y a des examens spécialisés pour ça. Donc, madame, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. C'est la couleur. Il y a déjà un fait que certains hommes n'ont pas de sperme. Oui, c'est ça. Ça, c'est différent. Ça serait trop compliqué. Ce n'est pas votre cas, puisque vous voyez quelque chose. Docteur, pourquoi dit-on que la période avant les règles est plus dangereuse que la période d'ovulation? Avant les règles, elle est plus dangereuse que la période d'ovulation. Ah, là on ne comprend pas. Ça pose un petit problème sur le plan physiologique. Je ne comprends rien. Je crois que ça, c'est vraiment ce qu'on appelle... ça c'est de supputation. Il faut reformuler votre question. Peut-être que vous aviez une autre idée en tête. Si elle est dangereuse pour quelqu'un qui ne cherche pas avoir des enfants, mais c'est une belle période pour celles qui cherchent des enfants. Alors, quelques questions autour de la virilité ou
Les hommes sont vraiment très inquiets là-dessus. Première question autour de ça. Bonsoir docteur. Quel est le temps maximal pour satisfaire une femme pendant les rapports sexuels? Ça dépend de la femme d'abord et ça dépend de l'homme. En moyenne, un rapport sexuel normal, c'est 3 minutes. Hein. Il ne faut pas croire que... Mais il y a des gens qui peuvent aller à 2 heures, 3 heures. Mais 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant. Si en plus on peut reprendre les rapports dans le minute ou dans l'heure qui suit, c'est bon. Mais avec l'âge, il faut dire que toutes ces facultés-là, cette virilité peut pouvoir prendre un peu du poids. Et ça pose un petit problème. À partir des 40 ans, 45 ans, si on a un rapport tout le 2 jours, c'est déjà bien, ou une fois par semaine, à partir de 50 ans, c'est bon. Donc il n'y a pas de, comment dirais-je, de prototype, il n'y a pas de canevas à suivre pour ces genres de choses. Ça varie d'une personne à l'autre, mais la moyenne, je dis, tourne autour de 3-4 minutes. C'est bon déjà. Écoutez, docteur, vous risquez de faire quelques petits problèmes dans les couples. 3 minutes, 4 minutes, c'est peu. Est-ce que dans les 3 minutes, vous mettez les préliminaires? Les préliminaires ne comptent pas. Hein. Ah, vous comptez pas les préliminaires? Je parle de l'acte. Hein. 3 minutes. Il faut commencer par préparer le conjoint ou le conjoint. Hein. Ça, c'est clair. L'homme peut facilement aller en érection et avoir son orgasme rapidement, mais la femme, il faut la préparer, il faut l'arriver. Moi, je dis que si vous faites 3 minutes, ça reste dans les limites de la normale. Mais je crois qu'une femme qui prend, ou un homme qui prend le temps pour arriver à un orgasme après 1 heure, c'est un homme bien, hein. Il n'y a pas de problème, mais ça ne court pas les rues. Non, ça ne court pas les rues, c'est vrai. Bon, là aussi, vous savez qu'il y a une brochure, vous savez que vous avez beaucoup de problèmes d'éjaculation précoce. On a reçu beaucoup de questions là-dessus. Docteur Modia s'y penche, nous y reviendrons bien sûr peut-être tout à l'heure ou dans une autre émission. Bonsoir docteur. Il arrive que mon vagin devienne sec en plein acte. Je ne sais pas si c'est une anomalie. Qu'en dites-vous? Normalement, elle doit être hyper sécrétante pendant l'excitation, ça c'est possible. Mais si elle est sèche, c'est qu'il faut pouvoir chercher une cause. Une infection bâtarde qui n'est pas tellement, bon, disons, qui ne se manifeste pas, qui n'a pas beaucoup de signes. Par exemple, lorsqu'on fait de la chlamydiose, lorsqu'on fait de la candidose, on peut se sécher pendant les rapports, mais ça, il faudra qu'on puisse examiner de près et voir s'il y a moyen de pouvoir faire quelque chose. Mais sinon, l'excitation entraîne à une sécrétion vaginale pour lubrifier le vagin et pour faciliter le coït. Absolument. Question importante, c'est vrai qu'il y a plusieurs jeunes filles qui ont posé des questions là-dessus, plusieurs jeunes filles qui sont vierges, et pour lutter contre les idées reçues, Dr Modia va répondre clairement à votre préoccupation. La voici. Bonsoir docteur, si une fille de 25 ans est toujours vierge, est-ce qu'elle aura un problème de conception? Pas du tout. S'il n'y a pas eu d'autres raisons pour avoir des problèmes de conception. Hein. Ce n'est pas le fait qu'on soit vierge qu'on doit être fertile tout de suite, hein, vous savez. Donc d'autres causes, d'autres raisons existent. Ça peut être une cause fonctionnelle, ça peut être le mauvais fonctionnement de son axe, hein. Hypothalamo, hypophyse, ovarie, on en a parlé. Ça peut être un problème de malformation au niveau des trompes, mais sa virginité n'a rien à voir avec cela. Okay? Au contraire, sa virginité la protégerait contre les causes infectieuses, par exemple. Le fait qu'elle n'a pas de rapport, elle a beaucoup plus de chances de ne pas avoir ses trompes abîmées par des infections sexuellement transmises. Vous comprenez? Donc, mais le fait de ne pas d'être vierge ne peut pas vous donner les certificats de virginité. Parce que d'autres raisons peuvent expliquer votre infertilité plus tard, au moment où vous dites, voilà, je me suis préservé pendant 25 ans, maintenant je vais avoir des enfants, mais c'est pour ça qu'il faut des examens prénuptiaux, pour savoir si en dehors de votre virginité, s'il n'y a pas autre chose qui pourrait expliquer éventuellement l'infertilité plus tard. Toujours dans le même sens, une autre question. Bonsoir docteur. Je me suis marié à 29 ans. Vierge. Vierge. Et je ne conçois. Félicitations. Félicitations. Non, je trouve que franchement, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans notre histoire, dans notre génération. Je ferai certainement une émission entre nous autour de la virginité. Ça serait bien. Oui, il faut enlever toutes les idées reçues, toutes les fausses idées, les attaques inutiles qu'on vous fait là-dessus. Alors je reprends la question. Bonsoir docteur, je me suis marié à 29 ans, vierge, et je ne conçois pas. On me dit que le fait d'avoir resté, d'être vierge, serait l'une des causes de mon infertilité. Archi faux. Archi faux. Archi faux.
Il y a peut-être certainement une autre raison, mais il faut se regarder le mari. Parce que, en fait, pour concevoir, il faut être deux complètement bien constitués et avoir la possibilité de pouvoir avoir des enfants. L'infertilité, c'est un problème de couple. Vous pouvez avoir 29 ans avec des trompes impeccables parce que vous n'avez pas eu des infections, mais si le mari ne peut pas vous féconder pour une raison ou pour une autre, eh ben, il y a un problème d'enfant. C'est pour ça que, bon, je me dis qu'elle vient de se marier, elle ne va pas attendre, elle ne peut pas venir 3 mois après. Je crois que 6 mois, elle a quand même 29 ans, parce qu'il faut dire qu'elle est quand même un peu âgée. Si elle tombe enceinte aujourd'hui, ça s'appellera une primipare âgée, une primigeste âgée. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pris de l'âge. Hein. Bon, je n'ai pas dit... non, mais c'est vrai. Donc, écoutez, l'âge de conception autorisé va de 18 ans à 35 ans. Hein. Donc, quand on s'approche à 29 ans, on est en train de pouvoir sortir de cette fourchette. Donc, mais je ne dis pas que ce soit un crime que de pouvoir se préserver. Tous les problèmes, c'est que la grossesse doit être bien suivie à ces moments-là. Mais il n'est pas dit que le fait qu'on n'ait pas eu de rapport avant le mariage jusqu'à 29 ans vous met à l'abri d'un problème de fertilité. J'ai dit ça peut être un problème lié à la femme elle-même, pour d'autres raisons, qui est infectieuse. Et ça peut être, si elle n'a pas été déviergée avant le mariage, elle peut avoir été opérée. Pourquoi pas? Tout ça, il faut voir s'il n'y a pas eu des interventions, s'il n'y a pas un problème, une malformation congénitale. Mais je crois, encore une fois, c'est quand on a ces genres de problèmes, il faut aller voir son médecin pour faire un bilan, une exploration de fertilité pour voir s'il n'y a pas un problème quelque part en dehors de sa virginité. Je pense que vous avez la réponse à votre question. Donc, la virginité n'a rien à voir. Continuez plutôt, vous les autres filles qui nous écoutez. Vous préservez. Préservez-vous, hein, ça sert à rien d'aller vite, parce qu'il y a des idées qui courent, hein, il faut le faire le plus souvent, faire l'amour le plus souvent, plutôt pour être... C'est des imposteurs. C'est des imposteurs. Ce sont des hommes qui veulent avoir les filles qui racontent des bêtises de ce type-là. Alors, 3 questions... des OSS qui ont été lancés. Bonjour docteur, Nazana posa ya koya kozwa lobiko. Pesanga adresse. L'adresse s'appelle Jules Kili. L'adresse c'est moi, donc vous appelez le numéro qui s'affiche, il n'y a aucun souci, on vous dira comment voir docteur. Bonsoir docteur, moi Sinanga a totalisé 2 ans sans co-régler. C'est possible ça? Non, c'est pas normal. 2 ans après un accouchement où il faudra qu'on précise. Parce que si elle allaite, si elle a accouché, elle continue à allaiter pendant 2 ans, il est possible qu'elle ne puisse pas avoir ses règles et ne puisse pas ovuler non plus. Mais sinon, ça devient un problème, il faut aller voir son médecin. 2 ans, c'est 2 ans, c'est beaucoup. C'est surtout quand elle a commencé à avoir ses règles et que de manière brutale qu'elle ne les ait plus, ce n'est pas acceptable. Donc très bien, le docteur avait déjà dit ça, on a insisté sur le fait qu'elle peut ne pas avoir ses règles si elle allaite. Elle n'aura pas ses règles. Elle peut ne pas les avoir. Elle peut les avoir, elle peut ne pas les avoir. Ce qui est vrai, c'est que les ovulations sont difficiles, mais ça n'exclut pas une grossesse accidentelle. Très bien. Alors, c'est une question qui venait de l'Angola, de Luanda. Vous êtes en tout cas nombreux à nous écouter de l'Angola, nous suivre de l'Angola. Je vous en remercie. Je vous remercie de votre fidélité. Autre question. Bonsoir docteur. J'ai déjà mis au monde un mort-né. Je totalise 5 ans sans concevoir. Ai-je une petite chance de concevoir un jour? Je crois que toutes ces chances sont là. Tout dépend de ce qui s'est passé à la suite de cet événement malheureux. Mort-né, ça peut entraîner de problèmes, d'infections, si on n'a pas bien pris en charge le cas. Mais je crois que, comme je viens de le dire, il faudra voir pourquoi. Parce que la question, c'est toujours pourquoi une femme qui a conçu normalement, arrive à cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et surtout, pourquoi cet enfant est mort? Et tout ça sont les grandes questions que le médecin se pose, que nous nous posons. Pour cela, il faut qu'elle puisse venir voir un gynéco, voir un médecin de son choix. Vous vous posez ces questions et vous y répondez, vous trouvez? Nous répondons, c'est pour cela que nous sommes sur Terre. Tout à fait. Si nous étions là que pour le beau yeux de nos malades, non, c'est-à-dire qu'en fait, la médecine, c'est
résoudre le problème de manière rationnelle. Absolument. C'est-à-dire, vous venez avec votre problème, vous me les posez, moi je dois pouvoir mettre la main sur la cause et régler les problèmes. Et si je ne peux pas les régler, je dois pouvoir soit passer la main, ou soit vous dire, madame, selon les connaissances scientifiques actuelles, nous n'avons pas de solution à ces problèmes. Mais c'est rare. Mais c'est rare. Bonsoir docteur. Est-il normal qu'une fille célibataire sans enfant ait le lait maternel? Je n'ai pas compris. Je pense qu'il y a peut-être un liquide qui sort de... donc qu'elle puisse avoir des écoulements. Des écoulements. Ma mère. Oui, ma mère. Alors qu'elle a eu... Non, elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant. Ah, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Elle commence à avoir des écoulements mammaires. Voilà. C'est une pathologie qui existe. C'est une pathologie. Oui, mais qui peut même interférer avec la fertilité. Ok. Donc il y a une hormone qui est responsable de la sécrétion de lait, qui ne peut pas se produire normalement en dehors de la grossesse après l'accouchement. Ok. Mais cette hormone peut être sécrétée de manière exagérée chez une femme qui n'a pas d'enfant. Ça s'appelle une hyperprolactinémie. Donc ne retenez pas. C'est donc une hypersécrétion d'une hormone qu'on appelle la prolactine, et qui est responsable de la sécrétion de lait. Et le fait d'avoir cette hormone sécrétée de manière exagérée, ça peut entraîner une lactation, je dirais, en dehors du moment où elle devait normalement avoir son lait pour son enfant. Et ceci a une implication sur le plan de la fertilité. Ça perturbe l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, dont on n'a pas d'ovulation. Beaucoup parlé. Dont on a beaucoup parlé et on en parlera. On en parlera encore. Bon, j'ai des petites pertes blanches abondantes. Et des petites abondantes. Ah bon. Oui, c'est vrai. Je lis, hein, madame. Hein. C'est une question qui a été envoyée d'ici. Alors, docteur, j'ai des pertes blanches abondantes et des démangeaisons. Qu'est-ce qui peut entraîner tout cela? Et quel produit, je pense qu'il ne dira pas, mais quel produit puis-je prendre? C'était la deuxième question. Si les pertes blanches entraînent des démangeaisons, ce sont des pertes pathologiques. Parce que la femme, normalement, doit avoir ces pertes. C'est normal. Une femme normale, constituée normalement, a des pertes qui ne sentent pas, et qui ne sont pas malodorantes, de pertes qui ne collent pas et qui ne chatouillent pas. Du moment que ça commence à devenir abondant, changeant de couleur, tachant les linges, malodorante et prurigineuse, ça veut dire que ça commence à vous demander de vous gratter, c'est de pertes pathologiques. Il y a plusieurs microbes qui peuvent arriver, à partir de virus jusqu'aux champignons. Donc maintenant, c'est à nous de déterminer. Ce que nous faisons, nous regardons, et nous examinons et nous prélevons les pertes pour aller les analyser au laboratoire. Habituellement, par rapport à ce qu'elle dit, je pense que c'est une mycose. Voilà. Donc, mais le soigner, ce n'est pas la télé. C'est pas la télé. Dire le produit qu'elle peut prendre non plus. Non, pas du tout. Donc appelez plutôt, allez voir votre médecin. Ou appelez, le médecin le plus proche, c'est une pathologie banale qui peut être soignée par n'importe quel médecin qui a été normalement suivre son cursus. Alors, une question, je la pose quand même parce que le docteur veut que je pose toutes les questions, même si elles sont mal formulées ou on trouvera toujours un arrangement. Voilà. Vous avez posé une question, vous avez envoyé votre question de Kinshasa. Bonsoir docteur. Après les règles, la femme peut-elle concevoir? J'étais un peu embêté, mais voilà. Après les règles, mais elle peut concevoir, parce que c'est la période de fertilité qui va commencer entre les 10e et les 18e jours. Donc après les règles. Mais pendant les règles, c'est un peu difficile. Vous comprenez? Donc il y a une période charnière qui s'écoule entre le moment où la femme a des règles. Je dirais que les règles normales peuvent prendre entre 3-4 jours. Et entre le 5e et le 9e jour, c'est une période peu probable d'ovulation. Mais à partir du 10e jour jusqu'au 18e jour, c'est la période où elle peut concevoir. Donc ça se passe après les règles. Très bien. Si c'était ça son entendement, je ne sais pas. Ça ne peut se passer qu'après les règles. Bien sûr. Donc, si vous voulez des éclaircissements là-dessus, sur les règles, si vous voulez savoir quelle est la période rouge, quelle est la période où il faut faire, effectivement... c'est dans la brochure. Hein. Oui, l'amour pour avoir le bébé. C'est dans la brochure de Dr Modia, brochure sur les règles, dont vous avez vu d'ailleurs un exemplaire tout à l'heure. Et le cycle ovulatoire. C'est ça, quoi. C'est ça le terme savant. Le cycle menstruel. Alors, bonsoir docteur. La femme
doit toujours saigner lors de son premier rapport sexuel? Si elle est vierge. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle va pouvoir voir son hymen se déchirer, et ça saigne. Et même si ce n'est pas le cas, tout dépend de l'homme. S'il est très membreux, ben, il peut déchirer. S'il est violent, il peut déchirer. Donc on peut saigner. Mais je crois que quand on fait ces histoires-là, on fait l'amour, on ne fait pas la guerre. Oui, je pense que c'est une question qui a été posée par une dame à qui on reprochait, qui a dû dire il y a des hommes, enfin, surtout des grandes séparations, de longues séparations et de grandes retrouvailles peuvent entraîner ce genre de problèmes. Il y a quelques fissures qui peuvent se passer. Mais il y a parfois des déchirures et des perforations de Douglas. Ça dépend, comme je vous ai dit, de l'homme et de sa virilité. Et de sa virilité. Et de sa taille, là. Vous vouliez parler de sa taille. C'est ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. Moi, j'ai dit les choses simplement. Ouais, tout à fait. La masturbation peut-elle rendre une femme stérile? La masturbation? Oui. Si elle se masturbe, la femme? La femme, oui. Non. Non. Pareil pour l'homme, rien. Et je ne sais pas pourquoi elle se masturberait. Elle a trouvé un beau garçon. Peut-être qu'elle n'arrive pas à trouver un beau garçon, c'est le problème aussi. C'est le problème. Oui, parfois on ne trouve pas l'autre côté de son âme. Alors, je ne conçois pas... Non, pourquoi, docteur, je ne conçois pas après 3 interventions chirurgicales de myome? Elle a été opérée 3 fois. Le myome. Et elle ne conçoit pas. Et ces genres de femmes ont plus de problèmes organiques qui se poseraient. Parce que le fait d'avoir été opéré 3 fois, avec le risque de synéchie, des adhérences et des obstructions tubaires, donc je crois que le problème peut être organique. Donc il faudra faire une radio de la matrice et des trompes pour voir comment se présentent les trompes. Moi, en tout cas, d'emblée, j'incrimine les trompes ou la matrice elle-même. D'autres causes peuvent arriver. Le mari aussi, il faut regarder. C'est pas parce qu'on a des trompes imperméables après 3 interventions et que le mari est azospermique, par exemple, n'a pas de spermatozoïdes. Même si vous avez été opéré 3 fois, il n'y aura pas d'enfant. Donc, nous répétons ce conseil que nous vous donnons chaque fois. Absolument. Visite. Il faut que ça rentre dans notre culture. Une fois au moins par an. Chez votre gynéco, les femmes, il faut le faire, les hommes aussi d'ailleurs. Oui, tout le monde, chacun de nous. On n'est pas des machines. On n'est pas des machines et de temps en temps... Même les machines doivent être de temps en temps... nous amenons nos voitures quand même. Ah oui, au garage. Au garage. Nous sommes un peu le garagiste du ciel. Dernière question, je disais c'était Sylvie qui était préoccupée par ça. Bonjour docteur, depuis que ma femme a fait une fausse couche, elle règle maintenant 2 fois par mois. Mais on peut bien régler 2 fois par mois, j'ai expliqué ça l'autre fois. Si nous prenons un cycle normal de 28 jours et que j'ai mes règles le 1er mars, je peux les avoir le 28 mars, sans problème. Si tel est le cas, il n'y a pas de problème. Le gros problème, c'est si ça commence à se rapprocher. Si je le règle le 4 et que je les règle les 10, ça ne va pas du tout. Ça pose un problème. Mais on peut bien, si l'intervalle est respecté, c'est tout à fait acceptable qu'on puisse avoir les règles 2 fois par mois, au même mois. Oui, là-dessus, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, il existe une brochure et un DVD avec des détails, le plus éloquent possible pour que vous ne soyez plus inquiets. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu succinctement, mais avec compétence à ces préoccupations. Nous revenons, comme d'habitude, la semaine prochaine. Sans problème, je suis prêt, je suis revenu. C'est simplement faire un coucou à mes patientes en disant que je suis allé me reposer et je reviens à partir du 14 et du 15. Ça ne vous a pas inquiété que je porte une cravate rouge? Moi, je me dis qu'on est à l'époque de la victoire. Parce qu'on vient de marcher sur les gens qui nous ont malmenés pendant un certain temps et que Dieu soit béni. Et là, j'en profite, juste si tu me permets, de pouvoir faire en tout cas, un chapeau bas à notre armée, à notre président et à notre République, aux Congolais qui aujourd'hui s'approprient leurs terres. Ça donne une certaine fierté d'appartenir à cette nation, la RDC. Nous sommes fiers des prouesses, de la victoire des FARDC sur les rebelles du M23 et bien sûr, comme l'a dit le ministre Lambert Mende, les autres groupes rebelles n'ont qu'à bien se tenir parce qu'ils sont dans les viseurs des FARDC. Merci de votre fidélité. Nous revenons donc la semaine prochaine pour continuer à répondre à vos questions. Au revoir.